Le combat, c'est le cœur du sujet. Voilà. Les armées sont taillées, organisées, structurées pour partir au combat. C'est-à-dire utiliser la force, la violence pour s'imposer à des combattants ennemis. Bon. Et tout est fondé autour de ça. Or, c'est même pour les gens qui ne sont pas des combattants dans les armées, qui sont là pour la logistique, le soutien, etc. Mais la finalité, le bout du bout, le point oméga, c'est le combat. Et c'est quelque chose qu'on a évacué des campagnes de recrutement. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Michel Goya. Cet ancien colonel de l'armée de terre est désormais enseignant et essayiste et l'auteur de plusieurs livres traitant de l'histoire militaire et de l'analyse des conflits. Avec lui, nous allons parler de son parcours mais aussi de sa vision des armées aujourd'hui ainsi que ses grandes évolutions. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Michel Goya. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi je suis, fondamentalement je suis un vieux soldat, j'ai 59 ans, maintenant je suis retraité. Après avoir passé 35 ans dans le monde militaire. Donc j'ai fait quelques années de ce qu'on appelle une corniche militaire, juste le temps de rater le concours de Saint-Cyr, ce qui d'emblée, dès l'âge de 21 ans, m'empêchait, rétrécissait très largement mes possibilités un jour de commander un régiment de combat ou d'être général et d'avoir des responsabilités. Donc ça, c'était d'emblée. Et je me suis engagé véritablement en 1983 comme élève sous-officier à l'école d'infanterie. Et à partir de là, j'ai fait, l'époque, pour voir le contexte, on est encore à l'époque de la guerre froide, donc je suis un soldat de la guerre froide, au début. Donc j'ai été sous-officier au 170e régiment d'infanterie, qui actuellement s'appelle le 1er régiment de tirailleurs. Et par la suite, j'ai passé le concours interne de l'école militaire interarmes. J'en suis sorti en 1990. Alors c'était un peu amusant parce que quand je suis rentré en 88, c'est comme ces cosmonautes qui partent, qui sont soviétiques et qui reviennent, l'Union soviétique a disparu. Je suis entré à l'école militaire interarmes pour devenir officier, c'était encore la guerre froide, j'en suis sorti, c'était terminé. Et donc j'en suis sorti, j'ai choisi les troupes de marine. Pourquoi ? Parce que on était à l'époque encore dans l'armée de la guerre froide, l'armée de terre de la guerre froide, en réalité c'était deux armées, quoi. C'était véritablement, il y avait ceux qui avaient tout, ceux qui avaient pas grand chose, quoi. Ceux qui avaient tout, c'était les régiments professionnels qui partaient en intervention, puisqu'on n'avait que seuls les soldats professionnels partaient en opération extérieure, selon une vieille habitude, on en parlera peut-être, mais et c'est-à-dire, c'était fondamentalement des régiments de légion étrangère ou de troupes de marine. Voilà. Et puis il y avait l'autre armée que j'ai connue en tant que sous-officier, où c'était des régiments d'appelés, et puis on était sur le front de l'Est, dans l'Est de la France ou en Allemagne, et puis puis on se préparait à combattre l'invasion soviétique, mais on ne partait jamais en opération, même si j'ai eu l'occasion quand même de partir à ce moment-là, 6 mois en Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai choisi les troupes de marine, fait un an de formation et choisi les troupes de marine infanterie. C'est quand même fondamentalement mon métier. Donc, à l'issue d'une année de formation comme chef de section, je suis parti au 21e régiment d'infanterie de marine, à Fréjus. Donc ça, c'était les années 90. Et donc j'ai fait des opérations des années 90. Qui était très casque bleu. Alors j'étais au Rwanda,
Alors c'est pas une opération casque bleu, hein, mais j'étais au Rwanda, j'ai fait l'opération Norois, pour être précise, donc pas l'opération turquoise qui est beaucoup plus connue. Hein. J'ai fait l'opération Norois, c'est-à-dire qu'on était dans un pays, concrètement, on aidait l'armée rwandaise à combattre le Front patriotique rwandais. Bon, on était assez clairement, sinon dans une politique secrète, mais au moins discrète de la France. Voilà, après je suis parti à Sarajevo comme casque bleu, c'était la mission de loin la plus intense que j'ai connue. Voilà, je suis parti, donc j'étais lieutenant, chef de section, je suis parti comme capitaine, je suis parti en Nouvelle-Calédonie, je suis troupe de marine, donc troupes de marine partent régulièrement en séjour outre-mer ou dans un pays étranger, en Afrique en général. Donc là je suis parti avec ma famille en Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans. Et j'en suis revenu, là j'étais donc en Nouvelle-Calédonie, j'étais au régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Nouvelle-Calédonie. Et j'en suis revenu en 1996, et là j'ai été muté au 2e régiment d'infanterie de marine, où j'ai occupé différents postes, et j'ai surtout commandé la 4e compagnie du 2e de marine, une très belle unité. Où là, forcément, je suis parti à nouveau en opération, je suis parti à Sarajevo une nouvelle fois, je suis parti en République centrafricaine. C'était à l'époque où on démontait le vieux dispositif français qui était là depuis l'opération Barracuda en 1979. Hein, donc là, j'ai commandé la dernière compagnie de ce dispositif. Donc on partait de Centrafrique à ce moment-là, avant d'y revenir plus tard. Et 3e mission, à ce moment-là, j'étais en Guyane. Donc je commandais la compagnie qui était sur la compagnie dite compagnie Forêt, voilà, sur le fleuve Maroni au sud du fleuve. Voilà, à l'issue, je suis rentré dans un autre cycle. J'ai préparé l'école de guerre, enfin j'ai réussi le concours de l'école de guerre. Et je suis parti dans une autre vie, une 3e carrière pratiquement, après celle de sous-officier et puis d'officier de troupe, on va dire, de régiment. Là, j'ai commencé une carrière un peu d'intellectuel militaire. Donc je suis parti 2 ans en fac, à la Sorbonne. Voilà, j'ai commencé à passer à l'époque un DEA d'histoire. Plus tard, je passerai un doctorat d'histoire. Et après, je fais le cursus, école de guerre. Et à partir de l'école de guerre, je suis muté au centre de doctrine d'emploi des forces. Donc c'est l'organisme qui réfléchit, comme son nom l'indique, à la doctrine, et maintenant qui commande aussi la formation de haut niveau de l'armée de terre. J'y faisais du retour d'expérience. Pendant 3 ans, j'ai analysé les conflits et les opérations françaises dans le Moyen-Orient et les opérations également, les guerres diverses qui se passaient dans cette région. Donc j'ai passé 3 ans à analyser ce qui se passait dans le grand Moyen-Orient, on va dire. Donc là, j'ai commencé à écrire des bouquins. J'avais commencé à écrire un premier bouquin, d'ailleurs, premier livre à partir de mes travaux d'histoire, où je m'intéressais à la manière dont les armées évoluaient. En fait, c'est un de mes thèmes de prédilection. Et j'avais étudié le cas de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Donc j'ai fait ma thèse sur ça, comment l'armée française a évolué pendant la Première Guerre mondiale. Comment finalement elle est devenue l'armée la plus moderne du monde et comment elle a très largement contribué à gagner la guerre. Donc ça c'est mon premier bouquin, La chair et l'acier. Et j'ai fait, à partir de mes travaux de rétexte, j'ai fait un autre livre sur la guerre en Irak, la guerre américaine en Irak, jusqu'en 2008. À l'issue de cette période, j'ai été muté au cabinet du chef d'état-major des armées, général Georgelin à l'époque. Alors c'était un poste particulier puisque j'étais là uniquement pour nourrir sa réflexion, avec un peu une triple casquette d'une certaine façon, à la fois une expérience opérationnelle. À l'époque, maintenant c'est des opérations qui sont périmées, mon expérience est complètement périmée, mais à l'époque j'avais quand même je faisais partie des officiers qui avaient un
plus d'expérience opérationnelle, on va dire. En même temps, j'étais docteur en histoire militaire, et puis j'étais un analyste retour d'expérience, c'est-à-dire que je connaissais quand même assez bien les conflits du moment. Et donc j'étais là pour lui faire des fiches, répondre à ses questions et nourrir complètement sa réflexion. Donc c'était un boulot passionnant que j'ai fait pendant 2 ans. Et à l'issue, je suis devenu un des directeurs de domaine d'études de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire qui venait de se créer. Donc là, je continuais, en fait, je fais toujours la même chose, je continuais à étudier les conflits en cours. Et voilà, j'ai terminé, j'ai fait ma dernière mutation, donc c'était la 5e à Paris de suite, ce qui est atypique complètement. Donc je suis retourné à nouveau au centre doctrine d'emploi des forces où je dirigeais là aussi un bureau d'études. Voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'institution, donc c'était il y a 5 ans, officiellement le 31 décembre 2014. Et voilà, et depuis je continue à écrire, je continue à analyser, parce que c'est finalement ce que je sais faire, enfin, je vais dire le mieux, c'est ce que je sais faire même tout court, quoi. Voilà, donc j'ai écrit j'ai écrit quelques livres, autour des livres, donc sur toujours ce thème de l'innovation, de la transformation des armées. Et puis j'ai un autre bouquin qui m'était cher, c'est mon 2e thème de prédilection, c'est comment les gens se comportent au combat. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, où j'essaie de décrypter ce qui se passe dans une zone de combat, comment les gens évoluent, comment les gens pensent, comment ils se transforment en réalité, et comment, donc du coup, en amont, comment on peut essayer de se préparer le moins mal possible à cette situation exceptionnelle. Donc voilà, je crois que ça fait à peu près le tour. C'est une belle carrière. Le fait d'aujourd'hui d'être écrivain, d'être auteur de plusieurs livres sur ces questions-là, c'est une suite logique pour vous? C'est quelque chose que vous y pensiez dans les années 80 quand vous êtes engagé en tant que sous-officier, ou pas du tout? Non, pas du tout. Comment dire, c'est venu par la suite. Alors le livre là, Sous le feu, par exemple, c'est quelque chose sur lequel je travaille en revanche depuis longtemps. C'est-à-dire que j'étais toujours dans cette idée que je considérais qu'il y avait un décalage entre ce que l'on faisait, la manière dont on s'entraînait en particulier, et puis la réalité du combat. J'avais le sentiment, j'y reviens, on était à l'époque de la guerre froide, le régiment dans lequel j'étais n'avait pas été au combat depuis très longtemps. C'était une période une période creuse en la matière pour les forces françaises. Le phénomène du combat, c'est quelque chose qu'on avait connu. Le dernier grand combat de l'armée française, c'était 79, c'était au Tchad. Et voilà, et depuis c'était quelque chose qui était rarissime. Donc, et j'estimais qu'on avait oublié, qu'on se détournait petit à petit des réalités du combat. Le combat, c'est très difficile se préparer, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire intégralement, sinon ça s'appelle du combat, et donc il faut se préparer de différentes façons, essayer d'aborder le phénomène, mais c'est compliqué parce qu'on a toujours tendance à l'oublier. J'aurais juste un exemple, pas trop long, mais quand je suis rentré comme sous-officier, il y avait encore des tests, il y a toujours des tests annuels physiques, et les tests annuels de l'époque, ça s'appelait les BATIVAP, et ça constituait en des épreuves d'athlétisme. Et donc je voyais des gars, je voyais des sous-officiers qui étaient physiquement des monstres, qui étaient des super mecs, et qui se retrouvaient devant une barre de son hauteur, et voilà, il fallait faire un truc hyper technique, et très particulier quand même, et donc ils étaient en tenue de sport, peut-être, et puis il fallait faire du saut en hauteur, ils étaient notés là-dessus. Je dis, mais c'est complètement con, quoi. À quel moment on est là pour préparer du combat? Moi, j'étais un régiment d'infanterie,
on est là pour se préparer à du combat d'infanterie. À quel moment, dans un combat d'infanterie, on va être amené à sauter en hauteur en basket donc c'est là que je dis, on est complètement décalé en réalité. On se décale de la réalité du combat. Donc ça a été le début de mes réflexions là-dessus. Donc je suis beaucoup lu, je lisais énormément, toujours, sur ces questions, et j'ai commencé à prendre des notes là-dessus. Et puis après, le vrai déclic, ça a été lorsque j'ai réussi le concours de l'école de guerre. Alors je ne suis pas parti directement à l'école de guerre, donc je suis parti 2 ans en fac. Donc là, d'abord j'avais du boulot à faire, hein. Il fallait que je fasse mon master, que je l'écrive. Et puis ensuite, j'avais aussi du temps. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais, et puis derrière tout ça, il y a aussi une vraie stratégie, j'allais dire, de carrière. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas Saint-Cyrien, j'ai déjà dit, je suis condamné à faire des postes. Je suis condamné à me retrouver, alors c'est pas péjoratif, mais me retrouver dans des états-majors, être officier, rédacteur dans un état-major, à bailler le camp, bon, c'est pas forcément ce qui m'intéressait, c'est de faire un boulot exaltant. Quand j'étais en régiment, quand je commandais, j'étais en opération, ok, j'ai fait des trucs parfois chiants, hein, mais globalement j'avais fait des trucs très sympas. J'adorais commander en opération, j'adore le combat en fait, et là, bon, je savais que c'était terminé, donc il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant. Donc je me dis, voilà, je vais écrire des articles, je vais me faire connaître, et ça me permettra peut-être un peu de violer mon destin, et de violer la DRHAT, et de la pousser un petit peu. Voilà. Et globalement, ça a marché, effectivement. Le fait, il y a un aspect positif, de dire, voilà, je me fais connaître comme intellectuel. Donc ça va on va peut-être m'offrir des postes intéressants. Et en même temps, il y a un aspect négatif, c'est-à-dire que l'institution militaire a horreur du scandale. Et si j'acquiers un minimum de notoriété, ça peut peser. C'est-à-dire que très concrètement, si on m'emmerde, ça peut se savoir. Et ça, l'institution a horreur de ça. Donc je dis, ça peut peser aussi, ça joue aussi. Et donc au bout du compte, voilà, donc j'ai fait une carrière un peu atypique, hein, en la matière, hein, et j'ai réussi à chaque fois. Il y avait quelqu'un qui venait me chercher, donc dont le chef d'état-major des armées quand même, qui est venu me chercher en me disant, tiens, bon, allez, on a besoin d'un mec comme toi. Donc voilà, et après, boule de neige, j'ai commencé à écrire des bouquins, je dois être au 7e là actuellement. Et je me suis un peu piégé moi-même d'une certaine façon. Enfin, c'est aussi un substitut, hein. C'est-à-dire que voilà, quand j'écris sur le combat, j'écris sur la guerre, c'est un moyen pour moi de rester un peu dans ce milieu, dans cette optique, parce que je suis quand même un peu piégé là-dedans, quoi. Aujourd'hui, on voit votre nom un peu partout dans tous les médias, où vous apparaissez comme étant un expert en histoire militaire, en stratégie, en conflit. C'est pas très commun de voir des gens qui ont autant d'expertise et qui font tous les plateaux, les plateaux de médias, on va dire, au sens large, et surtout des gens de terrain qui ont commandé des unités, qui sont partis au combat. Oui, alors c'est une conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord le fait que, ce qui n'est pas évident, c'est d'être resté longtemps à Paris. Par exemple, la plupart des officiers, ils bougent énormément, ils sont 2 ans, 3 ans dans un poste, puis après ils partent. Non, je suis resté très longtemps à Paris. Et donc du coup, comme les choses se font beaucoup à Paris, en matière médiatique, pour le dire très simplement, hein, si des gens qui recherchent des experts, il leur faut un invité pour le soir. Et s'il n'est pas à Paris, c'est compliqué. Donc c'est très, très simplement, ça c'est un facteur qui a joué. J'étais disponible, présent, j'étais relativement, même quand j'étais en actif, j'étais relativement libre. Je suis un peu, parfois ça posait quelques problèmes, mais notamment quand j'étais directeur à l'IRSEM, j'étais chercheur, je me considérais comme chercheur, donc libre
En tant que chercheur, il y a la liberté de chercher, la liberté d'exprimer, sinon ça ne marche pas. Et donc là, je considérais que je pouvais là aussi m'exprimer. Et en même temps, je considérais que quand on pose des questions sur... il y a un problème par exemple de pandémie. On va interroger des médecins, quoi. On va interroger des gens dont c'est le métier, quoi. Bon, là, sur les problèmes, les questions militaires, les questions de stratégie, comme l'armée elle-même est très frileuse sur l'expression, c'est toujours compliqué, il faut toujours d'envoyer, elle le fait de temps en temps, mais pas assez, mais d'envoyer des soldats d'actifs qui vont expliquer ce qu'ils font, quoi, librement. Donc ça se fait peu. Donc globalement, c'est des civils, des experts qui vont parler. Pour juste une anecdote, mais lorsque le général de Villiers avait démissionné, en 2018, si je me souviens bien, j'étais interviewé ici, et puis sur cette crise, entre guillemets, quoi, et là, le journaliste qui m'a posé la question me dit, tiens, on vient d'apprendre qu'il y a il y a un plateau ce soir pour en parler. Et je dis, oui, alors qui sera le militaire qui va s'exprimer là? Ah il n'y a pas de militaire, il n'y aura que des experts. Je dis, d'accord, ok. Mais bon, bref. Donc il y a une conjonction de phénomènes. Je suis là, mais en plus depuis que j'ai quitté l'institution, je suis complètement libre et disponible. On considère que je suis un peu un bon client. Que je connais un peu quand même les choses, et donc à partir de là, oui, c'est parti. Et puis il y a un effet boule de neige, quoi, hein. Quand une fois que vous êtes passé une fois à la télé, ça s'est plutôt bien passé, vous êtes dans les listes, et puis voilà. En fait, j'ai calculé que la première année où je suis parti, donc en 2015, j'ai été appelé par un média quelconque, écrit, télé, radio, etc., une fois toutes les 20 heures. Voilà. Et après, ça dépend des moments. Le moment où le général de Villiers a démissionné, j'ai été appelé, je crois, 36 fois dans la journée. Bon, voilà. Dès qu'il se passe quelque chose, lorsque le caporal-chef Blasco est tué, dans la foulée, il y a un événement, hop, on m'appelle pour commenter. Bon. Alors, je réponds à peu près une fois sur 4 aux demandes, sinon je ferais, ça me prendrait beaucoup de temps. Et puis accessoirement, il y a plein de choses où je suis pas compétent. Sur la vente des sous-marins ou la non-vente des sous-marins d'Australie, je peux donner un avis, mais je suis pas franchement expert, quoi. Donc il y a aussi plein de choses que je refuse, quoi. Et donc voilà. Et puis il y a un aspect, c'est que je suis pas un traître à la patrie, hein, donc je vais pas. J'y vais aussi un peu pour défendre l'institution, quoi, donner un point de vue de l'institution militaire, avec qui je n'ai aucun rapport, hein, dans ce domaine médiatique. Et ça, dans quelle mesure vous êtes en contact avec eux par rapport à ça? Il n'y a pas des fois où vous devez pas rendre compte, mais jamais. Il n'y a pas des fois où on vous demande, où l'institution vous appelle pour dire ça serait bien que là tu ne commandes pas forcément ce genre de choses ou... Jamais. Jamais. J'aimerais qu'on me dise, tiens, voilà, on te donne des infos, on te dit, voilà, quel est notre point de vue, voilà comment on voit la chose. Après, bon, de toute façon, t'es libre, hein, mais qu'on m'aide, quoi. Non, jamais. Je n'ai jamais de contact avec l'institution, enfin, à part des contacts personnels, quoi, mais ou quand c'est moi qui sollicite des copains, quoi, mais sinon, non, il n'y a aucun lien. C'est, si les gens me voient comme un agent d'influence de l'institution, je le fais en sniper, quoi, je le fais en franc-tireur, quoi. Oui, perdant en crédibilité derrière. Pardon ? Perdant en crédibilité derrière, du coup. Si jamais je suis tamponné... Oui, bien sûr. C'est le vieux principe du levier. Plus on est loin de l'objet, et plus on a de poids, plus on a de prise
Bon, mais voilà. Et puis non, j'y vais surtout en réalité pour essayer de donner un point de vue, que j'estime le plus juste, et puis j'y reviens pour défendre l'institution, quoi. Sinon, pour l'intérêt, plein de gens croient qu'on est payé quand on va sur un plateau, c'est pas vrai, quoi, hein. Donc moi ça me prend beaucoup de temps et c'est pas par vanité ou gloriole, hein, mais non, c'est vraiment pour essayer d'expliquer les choses le mieux possible, et puis pour défendre un point de vue. Il y a une autre partie de votre métier, de vos occupations aujourd'hui. Vous écrivez beaucoup sur le web, vous avez un blog. Oui. Vous travaillez aussi, vous menez des réflexions sur à la fois l'histoire passée, l'histoire présente, contemporaine, mais aussi l'histoire future, ce qui touche un peu à la prospective. Vous collaborez avec la Red Team. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la Red Team, par exemple, et nous parler un peu de cette activité-là? Alors, la Red Team, c'est fondamentalement c'est un groupe d'auteurs de science-fiction qui est amené à réfléchir sur des scénarios du futur lointain. Là aussi, leur but, c'est un peu de stimuler la réflexion à long terme sur des menaces, des risques, des choses qui pourraient arriver dans l'horizon 20-30 ans, quoi. Et sachant que les armées sont c'est quand même des gros paquebots, quoi, hein. Donc, notamment tout ce qui est équipement industriel, tout ça, ce sont des choses qui demandent des années à se mettre en place et qu'on va garder pendant une dizaine d'années, quoi. Donc l'avion Rafale, on va le garder jusqu'en 2060, hein, au moins, quoi. Et c'est un truc qui a volé la première fois en 88, si je me souviens bien, qui était destiné à affronter les avions soviétiques. Donc il y a une très grande lourdeur d'institutions, ce qui impose d'essayer de réfléchir à long terme, sachant que, alors moi je suis un fan de science-fiction, tout ça c'est très stimulant, mais sachant que c'est forcément faux de toute façon. C'est autant, je pense qu'on peut s'appuyer sur le passé, dans certaines limites, autant les réflexions sur l'avenir, et plus l'avenir est lointain, plus ça sera faux, tout simplement. Mais en amont, l'idée, c'est pas tellement d'avoir une vision à peu près exacte de ce qui va se passer, mais au mieux d'avoir un certain nombre de tendances et de stimuler l'imagination, de stimuler un peu la réflexion désormais. C'est vraiment forcément faux, parce que quand on voit certains scénarios qui deviennent aujourd'hui réalité, quand on voit certains épisodes de la série Black Mirror par exemple, où on se dit en fait c'est plus de la science-fiction, c'est la réalité. C'est déjà là, oui. Quand on voit par exemple, je pense à Alexandre Adler, quand il a écrit son rapport sur le rapport secret de la CIA qui parlait d'une fameuse pandémie qui viendrait de Chine. Oui, alors après, par exemple, le cas de la pandémie, moi j'ai un peu collaboré à la rédaction de livres blancs, c'est dans tous les livres blancs de défense par exemple, s'il y a plein, tout y est, mais en même temps, tout y est. Sur la partie technologique, est-ce que les industriels ne se basent pas sur des éléments de science-fiction pour justement essayer de développer certaines choses, ne serait-ce que dans le design? On voit les voitures électriques par exemple les constructeurs font des trucs qui ressemblent à ce qu'on voit dans les films de science-fiction. C'est vrai. On pense à l'anti-drone par exemple, quand on voit l'armement anti-drone, on a clairement devant nous un truc qui aurait pu servir à un décor de film dans Stargate ou un truc dans le genre. C'est vrai. Oui, mais en fait, c'est la vision qui influence le présent. C'est pas le futur, c'est la vision du futur. Je sais pas, mais dans les années 50, Robert Heinlein écrit Starship Troopers, donc il imagine des exosquelettes pour ses fantassins mobiles, et ça donne l'idée de fabriquer des exosquelettes, quoi, ce qui n'existait pas, quoi, effectivement. Quand il y a
c'est le côté un peu prophétie autoréalisatrice, quoi. Quand le premier auteur a parlé d'armes atomiques, c'est, à ma connaissance, c'est Wells. Qui décrit le perfide, qui décrit le bombardement de Paris par des bombes atomiques. Il parle de bombes atomiques. Et il est possible que c'est donné des idées à certains, quoi. Donc là, on reboucle sur un thème aussi classique de science-fiction, c'est Terminator, quoi. Voilà, des gens qui pensent à un truc parce que voilà, il y a une boucle temporelle. Où c'est le futur qui va influencer le présent, quoi. Mais oui, mais tout ça, c'est très compliqué. D'abord, toujours rétrospectivement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vu des choses. Bon, mais ça tient en réalité un peu largement au hasard, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a 90% des gens qui sont complètement plantés, quoi, en réalité, quoi. Et donc, comment savoir, des choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà, comment savoir que c'est une vision à peu près juste. Globalement, c'est du hasard, en réalité, hein, la prédiction. Et donc, d'un point de vue opérationnel, c'est très, très compliqué de se fonder là-dessus, quoi. Le futur, c'est quelque chose que l'on crée, en réalité, hein. C'est nous qui créons le futur maintenant, quoi, hein, au fur et à mesure. Il se crée au fur et à mesure, quoi. Voilà, la vie n'est qu'une longue succession de présents, de moments. C'est un précepte zen qu'on retrouve dans Ghost Dog. Et c'est ça, il faut créer le futur, on le crée. Moi, c'est ça que je pense profondément, quoi. Et il faut avoir une vision de ce qu'on veut atteindre, ce que l'on veut, et puis voilà, essayer de marcher vers ce futur, quoi. Et avoir une vision assez large. Alors, d'un point de vue militaire, en réalité, s'aperçoit, c'est on fonctionne sur des hypothèses d'emploi. On dit, voilà, je donne un exemple, au début, fin de la guerre d'Algérie, il y a deux grandes ruptures à ce moment-là. On est pendant la guerre froide, l'empire colonial c'est fini, partout. En même temps, il y a une percée technologique formidable qui est le missile intercontinental avec une tête thermonucléaire. Donc là, d'un seul coup, la France peut être détruite en quelques minutes. Donc c'est évidemment un phénomène complètement nouveau. Et là, au début des années 60, on refonde complètement notre modèle militaire. Et ça fonctionne toujours par hypothèse. Donc on imagine, première hypothèse, c'est l'affrontement avec l'Union soviétique. On dit, voilà, il faut essayer de l'éviter. Donc on va créer une force nucléaire qui va permettre de dissuader. Cette force nucléaire ne peut pas fonctionner toute seule. Il faut une force conventionnelle, adossée. En même temps, on a des obligations outre-mer et en Afrique. Donc on va créer une force d'intervention. Voilà. Et donc on crée des hypothèses d'emploi. Bon. Et là, on se retrouve après dans ce qu'on peut appeler la voie normale. C'est-à-dire que on est dans un contexte où on comprend la cohérence des relations entre les États, on voit à peu près ce qui se passe, et donc on peut à peu près, dans ce cas-là, prédire un certain nombre de choses. En termes mathématiques, on appelle ça un univers knightien, c'est-à-dire qu'en gros, on lance le dé, on connaît tous les résultats possibles, mais on ne sait pas quel sera le résultat. Mais on est dans un univers cadré. Bon. Et nos hypothèses d'emploi, elles sont prévues pour cet univers cadré. Et alors parfois, il y a des anomalies, il y a des trucs, typiquement, on prend cet exemple, en 1969, on s'aperçoit qu'il faut mener une guerre de contre-insurrection au Tchad, longue, ce qui n'est pas du tout prévu, on n'avait prévu que des petites interventions ponctuelles, et là, c'est une anomalie dans le système. Et c'est intéressant, c'est une anomalie parce qu'on ne voulait pas l'envisager, on avait refoulé cette idée, alors qu'elle était malgré tout logique. Mais donc, du coup, on va s'adapter, on va mener pendant 3 ans une guerre de contre-insurrection au Tchad. Bon, donc on s'adapte à l'anomalie. Il y en aura d'autres, hein. Dans les années 80, on se retrouve en confrontation clandestine avec l'Iran. Dans l'Iran, on organise des attentats contre nous attaque au Liban, nous attaque à Paris, enfin bon, tout un tas de choses, et puis on est complètement désemparé parce qu'on n'a pas prévu ce cas de figure, et finalement on perd la guerre contre l'Iran. Mais on considère que c'est pas fondamental. Bon. Et donc voilà, il y a cette voie stratégique normale. Et puis après, il y a des ruptures, des trucs qui cassent d'un coup, et là, de 88 à 91, c'est la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la chute de l'URSS, et là, le contexte change radicalement, et d'un coup. Et pour revenir à ce qu'on disait, personne ne l'avait prévu, véritablement. Le fameux signe noir de Nassim Taleb. Exactement.
Donc voilà, et le médiocristan, l'extrémistan. Le médiocristan, c'est le truc normal, c'est la voie normale, donc on peut prédire. Et puis d'un seul coup, il y a des choses énormes qui arrivent, qu'on peut expliquer rétrospectivement, mais qui changent tout, quoi. Et donc si ça change tout, il faut changer aussi complètement, pour les militaires, il faut changer aussi notre vision de l'emploi et donc nos hypothèses d'emploi. Et donc après 90, 91, les hypothèses d'emploi, c'est deux choses. C'est on va faire de la gestion de crise, en gros de la police internationale, interposition, sécurisation, opération humanitaire, enfin des trucs de police au sens où il n'y a pas de guerre, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas d'ennemi désigné. C'est l'emploi de la force sans ennemi désigné, la police, sans ennemi politique désigné. Et donc ça c'est la première hypothèse, et puis la deuxième c'est on va aussi une forme de police internationale, on va faire la guerre contre des États voyous, quoi. Donc on l'a fait contre l'Irak en 91, qui avait envoyé le Koweït, puis on va le faire contre la République bosno-serbe en 95, contre la Serbie en 99, au Kosovo, contre l'État taliban en 2001, et puis le dernier c'est la Libye de Kadhafi, quoi. Et donc ça c'est les deux hypothèses. Et donc on se retrouve pendant assez brièvement une quinzaine d'années dans ce cadre-là. Et puis arrivent les organisations djihadistes, arrivent les attentats du 11 septembre 2001, et puis là on bascule dans autre chose. Et pour nous Français, on y bascule complètement, en réalité, vraiment en 2008, quoi. C'est-à-dire au moment où Nicolas Sarkozy décide de s'engager véritablement en guerre en Afghanistan. Jusque-là, on était un peu en périphérie de la guerre, et là on rentre véritablement en guerre. Et on n'en est pas sorti depuis. Depuis 2008, la France est en guerre, quoi. Et on est en guerre contre les organisations armées, djihadistes ou alliées, etc. Et c'est encore le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, et quand on revient dans le passé, et c'est l'intérêt de connaître un peu l'histoire, quoi, c'est qu'on s'aperçoit que tous les 15 ans, entre 10 et 20 ans, il y a des grosses ruptures comme ça qui chamboulent le paysage international, on va le dire comme ça. Et donc à chaque fois, il faut se remettre en cause. Au passage, des cycles d'une quinzaine d'années, pour un militaire, ça signifie qu'il va devoir se remettre en cause plusieurs fois dans sa carrière, quoi, et que l'armée, qui est une grosse institution, qui est lourde et lente, elle va avoir plusieurs étages aussi d'expérience. Quand j'étais au cabinet du chef d'état-major des armées, il y avait encore tout l'échelon supérieur, beaucoup, qui étaient des gens qui n'avaient connu que la guerre froide, que les généraux, c'était les généraux guerre froide, le chef d'état-major des armées en premier, quoi. Et puis derrière, il y avait la génération qui était un peu la mienne, celle des opérations des années 90, quoi, qui arrivaient. Donc les colonels, tout ça, c'était des gens de cette opération. Et puis derrière, commence à pousser ensuite les capitaines, les lieutenants qui ont fait les combats en Afghanistan, et puis maintenant, qui sont partis dans le foulée au Mali, et ainsi de suite. Et maintenant, ce sont eux qui sont en tête. Mais il y a toujours, il y a plusieurs, c'est comme dans... un truc qui m'avait frappé dans Blade Runner, ce qui fait réaliste, c'est que c'est très varié. En fait, l'urbanisme est très varié, il y a plusieurs styles qui se sont ajoutés. Là, c'est pareil. Dans une armée, vous avez, contrairement à ce qu'on imaginait, il y a en réalité plusieurs styles qui se sont accumulés. Il y a des styles entre les différentes unités, entre les différents corps, etc. Mais même dans le corps, par exemple, des officiers, vous avez plusieurs étages et des gens qui ont des expériences complètement différentes. Et c'est normal, mais il faut comprendre, c'est quelque chose qu'on fait mal en réalité. Autant on peut arriver à s'adapter à cette voie normale, dire voilà à peu près le contexte dans lequel on est, voilà à peu près ce qu'il faut faire, mais s'adapter à la rupture, se dire à un moment donné, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a sûrement y avoir des changements importants, politiques, peut-être du fait du problème du réchauffement climatique, peut-être du fait de crise économique, c'est souvent lié au grand cycle économique, ce genre de choses. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un État qui va complètement s'effondrer, peut-être qu'il va y avoir un système politique nouveau qui va apparaître. On ne sait pas. 1930, au début des années 30, on a fait la paix avec l'Allemagne, on a signé un certain nombre d'accords. En 1929,
j'ai oublié. 27, il y a le pacte Briand-Kellogg qui met la guerre hors la loi. Bon voilà, et tout le monde se dit voilà, c'est la paix. Quelques années plus tard, il y a un gars qui écrit, j'ai oublié son nom, qui avait déjà écrit La Grande Illusion en 1911 pour expliquer que la guerre c'était plus possible, et qui réécrit en début des années 30 pour dire que là pour le coup c'est vraiment plus possible, et il a pris le Nobel de la paix pour ça, et 10 ans plus tard, la France est occupée par l'Allemagne, quoi. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'apparition du totalitarisme, le nazi, enfin il y a eu tout un tas de choses. Et donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on se prépare à ce qui est probable, ce qui est visible et probable, c'est très bien. Déjà, on ne fait pas forcément toujours bien, mais bon, voilà. Mais il faut se préparer aussi à l'inattendu, quoi. C'est-à-dire, voilà, on sera surpris, donc il faut se préparer à la surprise. Même la pandémie, à la limite, on en parlait tout à l'heure, c'est pas une véritablement surprise, hein. C'était une hypothèse qui était partout, quoi, hein. On s'est dit oui, bon, ça peut arriver, quoi. Et donc le minimum, ça aurait été de s'y préparer, quoi. Mais c'est toujours très difficile à se préparer à ce qui n'est pas visible, à ce qui est considéré comme improbable, et en plus, si en plus c'est même pas visible du tout, voilà, c'est encore plus, on s'y prépare encore moins bien, quoi. Et pourtant, voilà, c'est une vraie stratégie, c'est de s'intéresser, c'est ce que citait Taleb, mais il dit voilà, c'est les haltères, il faut s'intéresser. Il y a 2 points importants. Il y a ce qui est pas forcément très important, mais qui est très probable. Bon, ok, donc voilà, il faut prendre en compte, puisque de toute façon, ça va très probablement arriver. Bon, et puis ensuite, il y a ce qui n'est pas forcément probable, mais très important. Alors c'est ce qu'on fait avec l'hypothèse d'une guerre nucléaire, par exemple, hein, probabilité faible, mais on s'y prépare, quoi. Donc on a une force nucléaire qui coûte cher, mais voilà, qui nous permet de faire face à cette hypothèse très peu probable, mais extrêmement dangereuse, voire même mortelle, quoi, d'une guerre nucléaire. Et voilà, et donc je milite pour dire voilà, il faut se préparer à ça, sachant que notre armée, qui a des très bons côtés, est devenue une armée qui est en réalité très vulnérable à la surprise maintenant, à la grande surprise stratégique, parce qu'on a une armée qui est devenue toute petite en réalité, une petite armée professionnelle qui fait capable de mener des interventions de bonne qualité, mais de faible volume, et si d'un seul coup il faut changer de portage et remonter en puissance, voilà, devenir de grenouille, devenir bœuf, pour faire face à quelque chose de très très important, pour l'instant on ne sait plus faire, quoi. Donc du coup on est vulnérable. À long terme on est très vulnérable. Est-ce que au final c'est pas impossible? Est-ce que le jeu il n'est pas perdu d'avance? Quand on voit que vous dites il y a des cycles, la doctrine va forcément devoir s'adapter à un moment donné, mais vu le temps de latence qu'il y a pour ne serait-ce que se préparer, on est déjà limite trop tard qu'on arrive là. Et quand on voit au final dans la réalité, quand on voit parler de contre-insurrection, l'Afghanistan et aujourd'hui le Sahel sont des exemples qu'au final les leçons du passé ne sont pas tirées, qu'on envoie quand même des corps expéditionnaires qui sont au final bien souvent disproportionnés, soit en sous-nombre, soit en excès, un peu comme au Mali quand on voit des GTD de 300 personnes naviguer avec des blindés dans des endroits où l'ennemi est mobile, se cache dans la population. Au final, c'est un peu la même logique en Guyane d'ailleurs, hein, quand on essaie de choper un mec isolé. Est-ce qu'au final, c'est pas perdu d'avance quelque part? Non, c'est jamais perdu d'avance, sinon c'est pas la peine, quoi. Mais oui, mais on a de vrais problèmes. Alors derrière tout ça, il y a aussi une vulnérabilité à la surprise. J'ai dit, mais on a un autre talon d'Achille, c'est cette vulnérabilité, notre sensibilité aux pertes humaines. Si on se déplace en phalange complète quelque part, c'est pas forcément pour être plus efficace, c'est pour être plus sûr. Voilà, si on se met sous blindage, si on est dans des bases, c'est parce que voilà,
Voilà, il faut assurer le coup, quoi. C'est-à-dire que il faut gagner les matchs, on gagne les matchs 1-0 plutôt que 4-1, quoi. C'est le 1, prendre un but qui est une catastrophe, quoi. Perdre un soldat, c'est beaucoup plus catastrophique pour nous que pour l'ennemi, quoi, tout simplement. C'est là la vraie asymétrie. Alors on peut interroger cette sensibilité, est-ce que c'est vraiment réel, qu'est-ce que ça peut durer dans le temps, je ne sais pas, mais toujours est-il que nos ennemis savent très bien que il suffit de tuer des soldats français en grand nombre, et grand nombre c'est 5. Déjà, vous avez 4 journées depuis 1962, vous avez 4 journées où il y a eu au moins 10 soldats français qui sont tombés dans un combat ou dans une attaque dans une même journée. Et à chaque fois, c'était un tremblement majeur, quoi. Ça a remis en cause les opérations complètes, quoi. Donc on se trouve dans une situation qui est historiquement qui est assez incroyable et assez inédite, où si 10 soldats français sont tués, c'est une défaite stratégique. Même là, on a un soldat le chef Blasco qui a été tué la semaine dernière au Mali. Et puis pour revenir un peu à ce qu'on disait sur les médias, moi dans la foulée j'étais appelé en me disant voilà, est-ce que ça change quelque chose à notre politique, est-ce qu'on est en train de perdre, est-ce que je dis, bah non, c'est pas incongru que des soldats tombent au combat, quoi. Oui, sachant que dans le même temps, le même jour, il peut y avoir 30 soldats maliens qui vont se faire décimer par un groupe armé terroriste, et là, personne n'en parlera à Paris. Non, mais bien sûr. Donc, il y a une surreprésentation. Mais du coup, ça devient un point faible, oui, incontestablement, qui est peut-être fantasmé. Jamais personne n'aurait imaginé que, par exemple, l'opinion publique américaine aurait accepté que 4000 soldats américains soient tués en Irak et en Afghanistan, quoi. Et pourtant, voilà, la nation en tant que telle l'a accepté, quoi. Évidemment, pour chaque famille, chaque proche, c'est un drame épouvantable, mais la nation tout entière peut. En France, on tolère 700 meurtres par an, quoi. On tolère de la violence. Et on peut tolérer de la violence légitime, ou l'emploi de la force légitime, et on peut tolérer en tant que nation, sinon c'est pas la peine, quoi, en réalité. Si on veut pas de pertes, on s'engage pas, on fait rien, quoi. On s'engage pas en opération, quoi. Mais c'est une vraie question, c'est un vrai point faible. S'il n'y avait pas cette sensibilité, en réalité, on prendrait beaucoup plus de risques, et on serait du coup peut-être beaucoup plus efficace. Et c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que si on était plus efficace, peut-être que au bout du compte, les choses on gagnerait peut-être, on va dire simplement, on gagnerait peut-être plus vite, et au bout du compte, on aurait peut-être moins de pertes. Opération Serval en janvier, février, jusqu'au mois d'avril, pendant 4 mois au Mali, on a pris des risques. On est allé, on a perdu quelques soldats, oui, effectivement, mais le résultat était décisif, quoi. On a gagné. Pour moi, c'est un exemple de bon emploi des forces armées, avec toutes les limites que ça a, mais c'était un bon emploi. Et donc, on est effectivement dans un modèle d'armée qui est à la fois très petit. Concrètement, on peut engager, c'est au coup de sifflet, là, on dit il faut engager le maximum de soldats. Je parle pour l'armée de terre, on va engager 15 000 soldats, quoi. C'est très peu, Ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'on ne peut plus les équiper, quoi. À la fin de la guerre froide, on pouvait déployer aux frontières 120 régiments de combat. Des régiments d'infanterie, régiments blindés, cavalerie, des régiments d'hélicoptères de combat, 120. Alors c'est des régiments d'actifs, des régiments pro, des régiments d'appelés, des régiments de réserve, ok. Mais 120 quand même. Là actuellement, on dit il faut équiper complètement des GT, des groupements tactiques complètement équipés. Donc on récupère dans les parcs tous les trucs, tous les véhicules. Si on peut en équiper une quinzaine, c'est grand max, quoi. Et donc, avec 15 000 soldats, on ne fait pas grand-chose, quoi. Ça, c'est sur la partie économique. Et sur la partie psychologique et phénomène social, comment vous expliquez le fait qu'avec le temps, on soit arrivé à ce point d'appliquer des principes de précaution comme ça, où on essaie d'avoir le moins de pertes possible, on n'est plus dans une logique guerrière où on prend des risques. Sachant quand on voit, comme vous dites, on prend des risques, on a des résultats. Ouais.
qui se gagne. On le voit même dans le progrès. Par exemple, les cosmonautes qui sont allés sur la Lune, ils ont pris des risques complètement absolument dingues. Aujourd'hui, personne ne prendrait un risque comme ça. Comment vous expliquez qu'il y ait cette dégradation dans une institution qui pourtant pourrait être celle la moins affectée au final? Parce que les gens sont éduqués savent qu'un jeune engagé à 18 ans, il sait que potentiellement il va y rester et limite c'est ok pour lui et c'est ok pour sa famille. Oui, alors il y a une contradiction de valeurs. Hein. C'était Edward Luttwak, le stratégiste américain, là, qui parlait d'époque post-héroïque. Il disait voilà, les sociétés vieillissantes démographiquement, les sociétés à enfants uniques ou à deux gamins qui ne voient plus la vie et la mort de la même façon. Avec une mort qui est désertée aussi, alors sauf des écrans, là pour le coup il y en a plein, virtuels, mais qui est désertée de la vie réelle, quoi. On voit plus, quasiment plus de gens mourir, c'est un spectacle qui a un peu disparu. Je reste d'ailleurs, c'est très bien, hein, qu'il y ait plus grande longévité, il y a plus tout un tas de trucs. Mais on est une société où la mort d'abord, et puis ensuite le risque de mort est un peu évacué. Bon. Alors évidemment, c'est forcément un peu contraire avec l'idée d'envoyer des soldats au combat et forcément qui implique forcément le risque de mourir, le risque de tuer aussi. Hein. Les deux choses ne sont pas naturelles. Hein. Et donc oui, il y a une contradiction que l'on retrouve, qu'on a un peu de mal à résoudre, qui est un peu hypocrite, hein, mais qu'on retrouve par exemple dans les campagnes de recrutement, quoi. Pendant longtemps, c'était le combat. Le combat, c'est le cœur du sujet. Voilà. Les armées sont taillées, organisées, structurées pour partir au combat. C'est-à-dire voilà, utiliser la force, la violence pour s'imposer à des combattants ennemis. Bon. Et tout est fondé autour de ça. Or, c'est même pour les gens qui ne sont pas des combattants quoi, dans les armées, hein, qui sont là pour assurer la logistique, le soutien, etc. Mais toute la finalité, le bout du bout, le point oméga, c'est le combat. Et c'est quelque chose qu'on a évacué des campagnes de recrutement, quoi. Alors parce que je sais pas, parce que c'est pas beau, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que c'est pas, j'allais dire, politiquement correct, voilà, le courage au combat n'est pas forcément une valeur qu'on va mettre en avant, parce qu'il y a aussi, je reviens, hein, le fait de tuer. Autant à la limite prendre des risques pourra être mis en valeur dans certains métiers, parce qu'il n'y a pas que les militaires qui prennent des risques, pas tout, hein, il y a aussi plein de gens, les pompiers, tout un tas ou même les policiers, mais c'est aussi le fait c'est ça la vraie spécificité du militaire, c'est qu'il a le droit de tuer, comme James Bond, hein, dans certaines limites, bien sûr, mais voilà, et le fait qu'il tue, et je me demande si c'est pas ça que l'on cache en réalité, plus que tout autre. Et donc dans ces campagnes, on a dit voilà, vous allez avoir un métier, vous allez apprendre des choses, vous allez faire plein de trucs, vous allez servir, servir la patrie, donc on va montrer des images de sentinelles, des trucs, voilà. Mais en réalité, vous allez, à un moment c'était la campagne, sois toi-même, deviens toi-même, un truc comme ça, bon, ok, j'aime bien Nietzsche, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis surtout le gars qui s'engage dans un régiment d'infanterie de marine, de légion, ou de chasseurs alpins comme Maxime Blasco, il ne s'engage pas pour être lui-même, il s'engage pour être quelqu'un d'autre. Il s'engage pour être un combattant, quoi. Alors il y a plein d'autres aspects dans la vie militaire qui peuvent être attrayants, je veux dire, le côté sécurisation, le côté dans une famille, on est encadré, il y a beaucoup de jeunes qu'on reçoit qui sont des gens un peu déracinés, par exemple, bon voilà, donc il y a un cadre, avec tous les aspects négatifs que ça peut avoir, mais il y a un cadre qui est assez sécurisant. Et puis ensuite, j'y reviens, si on s'engage dans une unité de combat, c'est a priori parce qu'on envisage d'aller au combat, quoi.
C'est vrai que ça, on ne le voit pas dans les campagnes de recrutement. On le voit. Et à quel moment ça a basculé? C'est quoi? C'est des agences de com qui sont recrutées, qui n'ont jamais mis les pieds sur une zone de guerre, qui ne comprennent pas ça, ou qui pensent que... Ou est-ce que derrière, il y a une vraie volonté politique d'inseptiser un peu la chose, de cacher un peu ce qui... Oui, je pense que c'est surtout ça, oui, ou même des armées. Il y a beaucoup d'inhibition ou d'auto-inhibition en la matière. Non, je pense que voilà, il faudrait que les Américains le font un peu plus, mais ça revient un peu à ce qu'on disait aussi sur les médias, sur la manière dont on présente les soldats français, quoi. Donc on va le présenter un peu en périphérie du combat, mais alors que voilà, sans s'avouer que voilà, le but c'est de se battre. Donc d'exercer de la violence, quoi, éventuellement de tuer et de prendre des risques énormes, de se prendre des balles, mais c'est ça la réalité, et c'est ça qui attire en réalité beaucoup de gens, quoi. Alors il y a le côté aussi peut-être le côté un peu pratique de l'emploi, avec le fait de rentrer comme fonctionnaire, d'avoir un salaire, d'avoir... Pour beaucoup de jeunes qui s'engagent aussi, c'est une façon, comme on dit, d'avoir un cadre, d'avoir aussi un cadre de vie qui est plus ou moins simple, entre guillemets, parce qu'une fois qu'on est en casernement, qu'on est... Voilà, c'est... Oui, non, mais c'est ça, il y a un cadre. Il y a un cadre, on est payé, on est bien payé, on est nourri, logé, blanchi, etc. Mais bon, c'est au prix aussi quand même, c'est un cadre qui est un peu contraignant, on va dire. Oui, non, mais bien sûr, le combat, c'est une double transformation. C'est une transformation lorsqu'on est au combat, l'individu se transforme complètement, on va en parler, mais c'est une transformation préalable, c'est-à-dire qu'on transforme les individus pour être prêt à supporter cette transformation au combat. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, quoi, hein. Moi, mes pires souvenirs de vie militaire, les souvenirs... pas forcément les pires, mais les plus durs de ma vie militaire, c'est à l'entraînement, quoi. Beaucoup plus qu'en opération, quoi, en réalité, hein. Donc, des souvenirs terribles de privation de tout, de sommeil, d'épuisement, de coups, c'était... voilà, et donc, ok, c'est sécurisant, donc, par certains aspects, donc c'est très bien. Puis le fait d'être en groupe, c'est... comment dire, on crée des liens... on crée des liens amicaux. Ça fait partie de la préparation au combat, quoi. On se comporte pas du tout de la même façon au combat, suivant qu'on est entouré d'inconnus ou entouré d'amis. Parce que dans le deuxième cas, le regard de ces gens-là, il nous importe beaucoup plus, quoi. Et puis on va faire beaucoup plus de choses pour eux que si, s'il y a une agression dans la rue, dans le métro, s'il n'y a que des gens qui ne se connaissent pas, après on s'étonne que personne ne bouge, etc. Mais personne c'est pas naturel, hein, d'aller prendre des risques, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui force. Et les choses se passent pas du tout de la même façon si vous vous retrouvez face à des groupes de gens qui se connaissent. Parce que voilà, et donc dans la structuration de l'armée, il y a ça, on crée des groupes d'amis, forcément. C'est obligatoire pour aller au combat, quoi. Et ce groupe d'amis, voilà, on crée des sortes de familles, en réalité, de familles de substitution, qui sont là aussi, ça contribue à un cadre, à créer des liens, à créer des liens d'amitié qu'on va garder très, très longtemps, d'autant plus qui se forgent dans l'épreuve. Donc ça crée des liens encore plus forts, forcément. Mais donc oui, c'est la vie. Alors c'est une vie qui est militaire, qui est assez limitée dans le temps, hein. 70% des militaires français sont en CDD, quoi, hein, c'est des contrats courts, hein. Un militaire du rang, il fait 6 ans, 7 ans de carrière. Donc c'est une période assez brève dans la vie, finalement, une période forte, mais brève. Et donc oui, ça peut être présenté, c'est quand même très atypique du reste de la fonction publique, on va dire, tout point de vue, quoi. Donc ça peut être pour beaucoup,
une première expérience de vie. Après, bon, ça n'a pas plu, c'est trop dur. Bon, ok, bon, on renouvelle pas. Certains, on a j'allais dire des pertes aussi, des départs aussi, parce que des gens s'emmerdent. S'ils font sentinelle X fois. Ils font que ça, bon, ok, ça va 5 minutes, quoi. C'est pas forcément pour ça que je me suis engagé. Il y a des gens qui, au contraire, s'emmerdent parce qu'ils ont une sorte de blues, qui ont fait des choses extraordinaires en Afghanistan, au Mali, et puis ils s'aperçoivent que ça sera sans doute terminé, ou le feront pas avant longtemps, et qui, bon, finalement, là aussi s'emmerdent, et puis, etc., quoi. Mais, donc c'est une expérience qui, pour beaucoup, est éphémère. Et puis voilà, on essaie. Mais ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que voilà, on a une armée qui est maintenant une armée de volontaires, donc des gens qui sont volontaires à venir et qui sont volontaires à rester. Et tout notre capital humain, il vient de là, quoi. C'est-à-dire que la qualité des gens qui viennent, que l'on va former aussi, et puis l'expérience des gens qui restent, quoi. Plus les gens restent longtemps et se engagent, et plus on accumule d'expérience, plus on a des gars et des filles qui ont fait des opérations, et ça c'est extrêmement important, quoi, dans la mesure où on a la connerie d'un seul soldat peut avoir des conséquences considérables, quoi. Un soldat de sentinelle, il est sur lui de quoi tuer, s'il tire bien, de quoi tuer une centaine de personnes, quoi. Donc voilà, on a besoin d'avoir des gens qui sont solides, quoi. Voilà, alors à la fois jeunes, parce que c'est un job physique, hein, mais qui sont mûrs, quoi. C'est-à-dire, on ne se comporte pas de la même façon. Déjà, un vieux soldat, c'est 25-26 ans, quoi. Déjà, on commence à voir. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs expériences, qui est caporal-chef, qui est solide. Donc oui. Maxime Blasco, il s'est engagé tardivement d'ailleurs, typiquement, hein, c'était un gars qui a fait des études de pâtisserie, il était pâtissier, puis bon, il avait envie d'autre chose, quoi, une vie un peu plus forte, et il s'est engagé dans l'armée, quoi, et à 32 ans, c'était déjà un très, très vieux soldat, quoi, et un super soldat. Et donc voilà, si on dégoûte, si ce qu'on propose n'est pas attrayant, on va le dire comme ça, notre capital humain va se dégrader, quoi. Et si notre capital humain se dégrade, c'est les conneries qui vont augmenter aussi, et ça va pas bien se passer, quoi. C'est lié surtout à ce que proposent les institutions qui se détériorent, ou est-ce que c'est une question de génération, sachant que les jeunes qui s'engagent, c'est des gens qui sont qu'on appelle les millénials, qui sont nés avec le digital dans les mains, qui sont nés aussi avec des nouvelles pratiques sociales qui font qu'on a plus de choix, ou en tout cas un sentiment d'avoir plus de choix dans la vie, de nos partenaires dans la vie, de nos métiers, de pouvoir passer d'un métier à l'autre qui n'a rien à voir, de la pâtisserie à commando montagne. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose aussi qui fait du tort à l'institution, dans le sens où le jeune est capable, moi j'ai pu en voir en opération sur Barkhane, où j'ai eu des témoignages de jeunes qui me disaient on sait pas trop qu'est-ce qu'on fout là, moi je pars re-signer, c'est pour refaire des tours dans le désert, même si ça correspond pas bien entendu à tout le monde, c'est évident, c'est juste des témoignages comme ça, mais ils existent, il faut en parler aussi. Est-ce que c'est lié à ça, ou est-ce que l'institution, selon vous, tente d'essayer d'accompagner ce mouvement en essayant de redresser un peu la barre ? Un peu de tout ça, mais comment dire, alors d'abord, je suis un peu sceptique sur l'idée de génération nouvelle. Alors, quand je suis entré effectivement dans l'armée au début des années 80, quand je suis arrivé au 1er régiment, tous les vieux sous-off me disaient les jeunes d'aujourd'hui, c'est des branleurs, on peut rien faire, c'est sont fragiles, machin, bon. Finalement, je suis persuadé que même lorsqu'ils sont rentrés dans l'armée quelques années plus tôt, on disait la même chose. Donc je suis un peu sceptique sur cette idée. Moi j'ai trouvé plein de mecs formidables. Alors je dis mecs parce que j'ai commandé que des hommes,
mais qui étaient, j'appelle ça des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, quoi, courageux, j'ai trouvé des gens très formidables, quoi, mais après j'y reviens, c'est-à-dire qu'il faut il faut leur proposer un job qui corresponde un peu à leurs attentes, quoi. Alors dites que effectivement ça bouge beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais finalement je m'aperçois que par rapport au monde civil, ça bouge peut-être moins qu'ailleurs, quoi, en réalité. Pour des gens qui mènent une vie difficile, qui pour certains d'entre eux, prennent des risques qui ne sont pas forcément super bien payés, mais pour là, il reste quand même. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a l'intérêt du boulot, mais il y a la reconnaissance. On est malgré tout, l'institution a beaucoup de défauts, mais elle reconnaît les gens, quoi. Un exemple, il y a un de mes gars qui, quand j'étais au 21e RIMA, qui me disait, voilà, moi je m'appelle Elhani Mokhtar. Quand je rentre chez moi, je suis dans ma banlieue, je suis en civil, là je suis que dalle, je me fais contrôler par les flics, j'arrive au régiment, au 21e RIMA, je suis quelqu'un, je suis mis en tenue, voilà, j'ai mes médailles, j'ai ma tenue, les gens me saluent, me vouvoient, les militaires, les marsouins me vouvoient, et je suis reconnu, respecté, ici je suis quelqu'un. Et puis je suis caporal-chef Mokhtar de l'infanterie de marine. Et donc l'institution, les troupes de marine, le régiment, il y a une sorte d'échange. Touche du doigt des individus, elle les transforme en quelqu'un de plus, on va dire, plus prestigieux, donne part du prestige. Et puis en échange, il me disait, moi je suis obligé de faire honneur au régiment et je suis obligé d'être courageux, quoi, en réalité. Et donc il y a cet échange. Et ce que je disais tout à l'heure, aller au combat, c'est pas naturel. Et donc il faut des choses qui poussent. On y va parce qu'on a des potes, qu'il faut aider, parce qu'on ne veut pas passer pour lâche. Et puis ensuite, derrière, il y a toute l'institution qui fait que quand vous êtes marsouin, quand vous êtes légionnaire, quand vous êtes commando montagne, etc., vous devez faire des choses, d'y aller, quoi. Bon, après, on revient sur ce qu'on fait, quoi. Si ce qu'on fait est emmerdant, même si on est bien dans l'institution, au bout d'un moment, on va la quitter, quoi. Alors après, comment rendre les choses attrayantes, ça c'est un autre problème, mais oui, il y a c'est les grandeurs, servitudes du métier militaire, quoi. C'est que il y a beaucoup de choses qui sont. Moi, j'ai failli quitter l'institution à mes débuts. J'ai failli quitter l'institution plusieurs fois, parce que je m'emmerdais, quoi. On a des gens qui mènent une vie particulière, qui sont souvent des nomades. C'est une particularité aussi. Le soldat français moderne, c'est un nomade, qui part au Mali, il est en Afghanistan, ensuite il va au Mali, ensuite il va partout, il va en Côte d'Ivoire, il va un truc. On passe notre temps à sauter d'une opération à l'autre, ce qui peut poser aussi un certain nombre de problèmes, d'une crise à l'autre. Qui nomadisent, qui voyagent. On est un des métiers les plus voyageurs en France, quoi. Et donc c'est cet ensemble qui fait que je reviens à cette notion de combat. En réalité, c'est souvent le contexte qui fait les choses. C'est-à-dire que être casque bleu à Sarajevo, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc vous prenez des centaines d'obus chaque jour sur la tronche, vous faites se sniper, vous avez énormément de contraintes qui vous obligent de ne pas faire plein de choses. Vous avez et vous restez pendant 6 mois dans cette marmite. Et justement, typiquement, c'est un cas intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on fait, quoi. On n'est même pas de mission en réalité, on est un geste politique, on nous envoie, on dit voilà, la France veut faire un geste politique et envoie tout de suite un bataillon à Sarajevo. Bon, donc on est parti quelques jours.
sans aucune préparation. Hein. Donc, au bout d'une semaine, on était sur place. On a dit, bon, quelle est notre mission? Ben, on ne sait pas. Il n'y en a pas. Vous êtes là. Ok, bon, dans l'endroit le plus dangereux du monde, quand même, accessoirement. Bon, ben, finalement, ben, on s'est dit, ok, on va se donner des missions. Moi, on a lutté contre les gens qui nous attaquaient, qui étaient à l'intérieur de la ville pour la plupart. Donc, moi, je faisais beaucoup d'anti-sniping. Et puis, en même temps, on m'a donné une zone de responsabilité dans la ville. Donc, j'étais à ce moment-là. Au début, j'étais lieutenant, chef de section. Puis après, quand mon capitaine a été abattu, je suis monté en grade. Et quand j'étais chef de section, on m'a dit voilà ta zone de responsabilité. Quand tu pars dans 6 mois, tout le monde doit pleurer en te voyant partir. Et donc, voilà, donc je suis allé sur place, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi. Et puis voilà, leur donner une partie de l'alimentation. J'ai organisé des spectacles de marionnettes, qui étaient de vraies opérations militaires à l'époque. Il faut protéger tout le monde, il faut les amener en véhicule blindé, il faut protéger les enfants, il faut payer on paye ces gens-là avec nos rations, etc. Enfin, bon. Donc j'ai construit un gazoduc pour ces gens-là, quoi. Et au bout du compte, au bout de 6 mois, j'ai dit ouais, ok, là je fais un truc formidable, quoi. On était actifs. Le pire pour un soldat, c'est de subir, en fait, comme beaucoup de gens en réalité. C'est de subir les choses. Et donc oui, il y a des gens qui subissent parce que voilà, on leur fait des missions emmerdantes. Et voilà. Et puis au bout d'un moment, c'est usant, quoi. Et puis il y a on préfère avoir des missions de combat claires. C'est peut-être dur, c'est peut-être violent, mais au moins les choses sont claires et on fait quelque chose, quoi. Plutôt que des missions d'interposition, par exemple, où on va se prendre on se fait flinguer tout autant, on prend des obus tout autant, mais en plus on peut rien faire, quoi. C'est pas justement ce côté frustration, sachant qu'aujourd'hui les jeunes qui s'engagent, ils ont peut-être un peu plus de... Alors, peut-être que je dis complètement n'importe quoi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de possibilités de s'instruire sur tout ce qui touche à la géopolitique. Ouais. On a peut-être un peu plus de rétexte sur ce qui se passe, notamment en termes de contre-insurrection. On le voit au cinéma, on le voit dans les jeux vidéo, on le voit partout. Du coup, le jeune qui s'engage, un peu comme dans le film, je pense que vous l'avez vu, War Machine, avec Brad Pitt qui joue... Pas encore. Oui, je vois mais je l'ai pas vu, ouais, mais je vois ce que c'est. Sans vous spoiler, il y a un passage où en fait le général se retrouve face à un jeune Marines et le Marines lui dit, quand il dit tout va bien, tout le monde, vous êtes content et tout, et il y en a un qui ose dire non, c'est la merde en fait, je sais pas sur qui je dois tirer, sur qui je dois pas tirer, on me donne une médaille parce que je tire pas, je comprends pas, quoi. Et à ça, le côté, on voit ce qui se passe à Kaboul ces derniers jours, ces dernières semaines, ce qui s'est passé. Il y a ce déni quelque part de est-ce qu'il va se passer la même chose à Bamako, à Ouaga, ou même en Côte d'Ivoire, tout le monde se dit non, on n'est pas comme les Américains, etc. Mais au final, quand on regarde un petit peu la situation, il y a quand même pas mal de similitudes. Comment vous voyez la chose ? Alors oui, c'est le contexte politique dans lequel on intervient joue beaucoup aussi forcément sur les perceptions que l'on en a, sur les perceptions de son métier, sur les risques aussi qu'on va accepter de prendre, tout simplement. Moi, j'étais engagé au Rwanda en 92, donc l'opération Noroi, ce que je disais au début. Bon, on était sur la ligne de front avec l'armée rwandaise, soutien d'un régime du président Habyarimana qui n'était pas forcément très reluisant. Mais il n'y a pas une journée, alors déjà je crois que la moitié de mes gars ne savaient même pas que le Rwanda existait, quoi. C'était incapable de situer. On nous aurait dit voilà, vous êtes en face, vous êtes d'un seul coup, vous mettez avec le Front patriotique rwandais, vous attaquez l'armée rwandaise, ok, ça aurait été pareil pour nous. On aurait peut-être mieux fait d'ailleurs, au passage. Et il n'y a pas une journée, je me dis, mais au fait, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Quels intérêts on défend? Alors, moi, je veux bien qu'on défende des intérêts de la France, mais je ne comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas du tout à quoi on se servait, quoi, réellement, quoi. Alors après, on va dire, c'est un peu le job du soldat professionnel de partir sur très court préavis, n'importe où, alors pas pour faire n'importe quoi, mais quand même.
Et c'est sûr que, et en plus, voilà, il fallait s'engager au combat, mais voilà, si on combattait, il fallait le faire secrètement. Moi, j'ai escorté, on a des batteries d'artillerie françaises, enfin franco-rwandaises, quoi. En gros, tous les cadres étaient français, et puis tous ceux qui portaient les obus étaient rwandais, quoi. Donc en tenue de l'armée rwandaise, etc. Mais en fait, c'était une batterie d'artillerie française, et qui tirait tous les jours, et qui tapait sur le FPR tous les jours, quoi. Mais et donc c'était aussi très très hypocrite. Et bon, voilà. Donc, et quand il faut prendre des risques. Bon, voilà, prendre des risques, pourquoi est-ce qu'on prend des risques? Pourquoi est-ce qu'on va se faire flinguer, quoi? Alors, c'est le job, incontestablement. C'est notre mission, mais quand vous êtes persuadé que, ça sert à rien, que de toute façon, ça va pas changer le contexte, que de toute façon, au bout du compte, l'ennemi sera dans la capitale quelques jours plus tard, quoi que vous fassiez, même si vos gars tombent. Et c'est pour ça aussi que ça s'effondre aussi facilement, parfois, c'est que vous avez tout d'un seul coup. Plein de gens qui se disent, bon, bah, de toute façon, ça sert à rien, quoi. On est perdu, donc à quoi ça servait que je me fasse flinguer? Parce que on veut bien prendre des risques, mais là aussi, il faut être persuadé que ça sert à quelque chose, quoi, quand même. Donc, c'est pas toujours le cas. Et forcément, ça influe sur le comportement, quoi. Mais une émission qui, pour nous, était un peu une grande surprise, c'est l'opération Serval, quoi. J'y reviens, mais Serval, c'était clair. C'était clair. On a un objectif qui est clair. Vous libérez les villes des djihadistes, vous détruisez les bases djihadistes. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est clairement affiché. Et on a une mission claire. Ok, super, très bien. C'est formidable, quoi. Et c'est après que ça s'est un peu embrouillé, mais c'est souvent le contexte, il vient souvent du niveau politique. Quand vous avez après l'embuscade d'Uzbin en 2008, donc embuscade, une section française qui se fait massacrer. En tout, on a 10 soldats qui tombent dans la journée. Le soir, on demande au ministre de la Défense, bon, monsieur le ministre, c'est la guerre. Il répond non. Je dis, bah ok, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, quoi, c'est quoi le truc? Et quelques mois plus tôt, déjà, avant même qu'on soit engagé en Kapisa, sur Obi, enfin dans ces provinces tenues, il y avait tout un débat au Parlement en disant, voilà, non, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre du tout, parce que là, on revient à cette d'inhibition des choses. Et moi, j'avais conseillé à ce moment-là, en 2012, à l'équipe de campagne là, de François Hollande, j'ai dit, voilà, il faut avouer les choses, quoi, d'un point de vue militaire, il faut avouer les choses claires. La clarté, c'est un élément important pour les soldats, et même pour les Français, quoi, pour l'opinion publique. Donc les missions claires, les missions réalistes, oui, ça tape, quoi. Même si, encore une fois, c'est dur et c'est violent, quoi. Mais on préfère ce contexte, quoi, qu'un contexte flou. On ne sait pas pourquoi, on a plein de contraintes, et on y revient, on subit. On subit finalement les choses. C'est frustrant, alors que des problèmes qui pourraient être finalement résolus très rapidement, ils ne le sont pas, etc. Et donc oui, ça c'est une responsabilité du politique, mais c'est pas forcément facile, hein. Le flou, c'est un peu la liberté d'action du politique, quoi. Autant le militaire aime bien qu'on lui dise, voilà, quelle est ma mission, claire, quel est l'objectif à atteindre, autant le politique n'aime pas forcément se lier les mains de cette façon, quoi. Donc, il n'y a pas d'intérêt justement politique de le faire. S'il y a des intérêts qui ne sont pas forcément les plus reluisants ou des plus évidents pour une partie de la population qui est aussi une partie de l'électorat. Oui, non, mais typiquement, en Afghanistan, on décide d'aller en Kapisa, Nicolas Sarkozy décide d'aller en Kapisa en 2007, donc dans la province de Kapisa, à côté de Kaboul, donc ça c'est l'entrée véritable en guerre, parce que c'est une zone qui est tenue par l'ennemi. Bon, donc là, on envoie des soldats, ils vont se battre, forcément. Mais il le fait essentiellement pour des considérations de politique étrangère. En gros, c'est pour plaire aux Américains, c'est pour plaire à l'OTAN, c'est pour montrer que la France est active. Bon, ok, pourquoi pas, hein, ça peut se concevoir. Mais sa grande erreur, c'est de ne pas l'avoir dit.
n'est pas l'avoir annoncé déjà clairement aux Français, quoi. Quand on s'est engagé pendant la guerre du Golfe en 90-91, François Mitterrand avait au moins pris la précaution d'abord de mouiller tout le monde. Il avait consulté les chefs de parti, fait voter l'Assemblée, il n'avait pas besoin, mais il l'avait fait. Il avait consulté l'opinion, il avait parlé aux Français en disant, voilà, avec un discours qui était relativement clair, en disant, voilà, bon, ok, c'est la guerre, et donc ça sera dur, il y aura du sang et des larmes, quoi, et tout le monde s'attendait à ce que ce soit très violent, quoi. Il y avait des centaines de bodybags qui étaient arrivés à la division d'Aguet pour mettre les corps des soldats, quoi, et c'était accepté. Et l'opinion publique avait accepté, quoi, cette option, quoi. Et donc oui, il faut dire les choses clairement, je pense. Arrêter de prendre les citoyens pour des gamins, et puis avouer la vérité des prix, quoi. Comment ça se fait que là, pour le coup, dans un contexte de pandémie dans lequel on était, quand le président Macron passe aux 20h et dit « nous sommes en guerre », comment on explique, alors ça a marché pendant 2-3 mois, plus personne n'ose sortir, etc. Mais au bout d'un moment, après, on commence à faire des manifs, on parle d'anti-vaccins, d'anti-pass, etc. Pourquoi il n'y a pas l'effet escompté, alors que là, pour le coup, on utilise justement ce langage militaire Déclarer la guerre, alors du coup on est passé un peu d'un excès à l'autre, c'est-à-dire que autant c'était inhibant et on voulait pas effrayer en fait. Oui, là, on a dû chercher la définition de la guerre. La guerre. Oui, mais la guerre c'est un acte politique. En réalité, c'est un acte politique, c'est un acte de violence contre un ennemi politique. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, mais comment dire, il y a plusieurs aspects quand on déclare la guerre. Il y a un aspect mobilisateur. En fait, voilà, on dit voilà, c'est la guerre. C'est mobilisation générale, et puis voilà, toutes les énergies se tendent vers cet objectif. Puis après, il y a une deuxième partie, la déclaration de guerre. On déclare la guerre à, la phrase complète, c'est déclarer la guerre à. Et c'est souvent là qu'on a souvent le problème d'ailleurs. Donc normalement, quand on déclare la guerre, c'est déclarer la guerre à un ennemi politique. Un État ou une organisation armée, mais un ennemi politique. Et donc c'est un dialogue violent en réalité, la guerre. On fait pression pour s'imposer à le désarmer et imposer sa volonté à l'autre. Bon, c'est ça. Mais on voit bien que ça tique un peu dans cette deuxième partie, de la même façon que face à des organisations djihadistes, on va dire, voilà, on va parler de guerre au terrorisme. Bon, ce qui ne veut rien dire. En réalité, le terrorisme, c'est un mode d'action, quoi. On peut faire la guerre à la logistique, faire la guerre au transport aérien, on peut faire la guerre... bon, ça ne veut rien dire, mais c'est parce qu'il y a des difficultés à nommer l'ennemi. Parce que nommer l'ennemi, c'est aussi lui reconnaître un statut. Un statut un peu d'équivalent, quoi, dans ce dialogue, quoi. Alors que là, on ne veut pas reconnaître un statut à des organisations armées, généralement. Voilà, et du coup, on fausse un peu les choses. D'abord, on les rend très abstraites. Alors qu'en fait, on a en face de nous, notamment au Sahel, on a des organisations armées, des entités. AQMI, il y a en Sardine, il y a la Katiba Massina, il y a l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est des organisations différentes, qui ont des visions politiques différentes, qui ont des objectifs différents. Certaines qu'on va essayer de détruire, d'autres qui ont un agenda qui est purement local et qui, à la limite, c'est pas forcément nos ennemis premiers à nous. Et ces gens-là peuvent peut-être négocier sur place. Enfin, la fin normale des guerres, c'est la négociation. Bon, c'est dans 95% des cas. Bon, voilà. Mais au lieu de ça, on a regroupé dans un label terroriste, ce qui contribue à une deuxième fois à mobiliser les gens en disant voilà, ce sont des affreux méchants, et donc voilà. Mais ça abstrait et ça simplifie énormément le problème. Donc on va lutter contre des GATT. En plus, c'est une abréviation. C'est quoi des GATT? C'est une façon on est une abstraction complète, quoi. De personnaliser, de personnifier du moins. Bah oui et non, au contraire. Moi je trouve qu'on abstrait énormément, quoi. Donc ça veut rien dire, quoi. Qu'on dise voilà, on fait la guerre à AQMI, voilà, AQMI c'est ça, c'est des antennes. Mais comme AQMI, l'EI sont des acronymes, le fait de dire GATT, c'est comme si on donnait un nom, un tampon sur quelque chose. Oui, non, mais on fait un tampon, des situations qui sont... Mais c'est clair que c'est complètement abstrait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est des choses qui sont en réalité des réalités concrètes très, très variées. Et puis, non, ça veut rien dire. Et puis, ok, d'accord, et on gagne la guerre comment contre les GATT? C'est pas très très clair, quoi. Et donc, et pour revenir à la question de la pandémie, oui, déclarer la guerre à la pandémie, en soi, c'est un non-sens. Bon, on voit bien qu'on a gardé juste le premier aspect, c'est
comme on fait la guerre, voilà, moi de temps en temps je fais la guerre à 1000 kilos en trop, je fais la guerre, voilà, c'est cette idée on va mobiliser des forces pour atteindre l'objectif, quoi. Bon, oui, on va se battre pour la démocratie ou pour apporter. Oui, non, mais ouais, ou faire la guerre à la drogue, bon, voilà. Mais c'est un abus, c'est évidemment un abus de langage, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est synonyme de mener une action, quoi. Mais oui, alors c'est un abus de langage. Mais et puis dans le cas de la pandémie, oui, ceci dit, même si c'était une vraie guerre contre un ennemi, ça n'empêcherait pas forcément qu'il y ait des divisions, qu'il y ait aussi des manifestations, qu'il y ait d'autres préoccupations, hein, tout la vie ne se bloque pas. Après tout, la guerre, on était en guerre. J'ai calculé depuis l'intervention à Bizerte en juillet 61, la France a mené 19 guerres. On est en guerre presque tout le temps en réalité. Quand on était en Capissa, on était en guerre, très clairement. Là, on est en guerre au Sahel depuis 8 ans. Voilà, et ça n'empêche pas la société française de continuer à évoluer, voilà, on est en guerre. La grande différence, c'est que, par rapport à quelques années plus tôt, c'est que d'abord, on en a conscience. Il faut se replacer un peu dans les années, 20 ans plus tôt, dans les années 90. Est-ce que, au début des années 90, est-ce qu'on aurait imaginé qu'en France, il y aurait des soldats dans les rues de France, en permanence, depuis 95, hein, donc ça fait 26 ans qu'il y a des soldats français dans les rues en France. Est-ce qu'on aurait imaginé qu'on serait en guerre permanente depuis 2008, même si pour compter jusqu'à 2003 en comptant l'engagement des forces spéciales dans le sud afghan, quoi, en guerre permanente. Le grand public perçoit vraiment le côté guerre permanente contre le terrorisme, surtout à l'intérieur du territoire. Est-ce que le fait justement de voir des militaires tous les jours, c'est pas devenu comme des patrouilles de police ou Oui, il y a un peu de ça, mais... Le mec qui fait sentinelle, ou la nana qui fait sentinelle, oui, il a conscience d'être en guerre contre quelqu'un, parce qu'il y a des armes de guerre, parce qu'il y a des ennemis qui sont plus ou moins aussi identifiés. Mais est-ce que la personne qui sort de chez elle pour aller au boulot ou pour aller acheter le pain, elle se dit, en croisant une patrouille de sentinelle, en se disant, oui, on est en guerre? Je pense que s'en sont rendus compte surtout lorsqu'il y a eu des attentats, ou lorsqu'il y a encore des attentats, quoi. Comme je disais tout à l'heure, en réalité, on est en guerre depuis très longtemps. Au final, les attentats, il y en a depuis toujours. Quand on regarde même au niveau dans l'ancien régime, sous Napoléon, Napoléon III, la République, il n'y a jamais eu autant d'attentats avant. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont très médiatisés. C'est vrai. Mais non, il y a des attentats, il y a plein d'attentats dans les années 60, 70, 80. Il y avait plein d'attentats. Alors peut-être moins violents, évidemment moins violents que ceux du 13 novembre, mais il y avait en 87, Kadhafi a fait exploser un avion où il y avait entre autres plus de 50 Français. C'était le plus grand terroriste contre la France depuis jusqu'aux attentats du 13 novembre 2015. Oui, il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats d'extrême droite, il y a eu l'OAS, il y a eu l'organisation Charles Martel, puis après les attentats d'extrême gauche, Action Directe, dans les années 80, puis après il y a eu les premiers attentats. La guerre contre les djihadistes, pour nous, Français, commence en 94-95, quoi. C'est les attentats du JIA, enfin de l'organisation algérienne, qui s'attaque aux Français en Algérie, qui s'attaque et qui quand même, il faut quand même le rappeler, envisageait de fracasser un avion sur Paris, quoi, et qui en 95 après multiplie des attentats en France, quoi. Donc ça c'est le début de la guerre. Et puis en réalité on a une sorte de blanc, une sorte de trou de 1995 à 2012, quoi, qui est en fait une anomalie, hein. Mais pour revenir à Sentinelle,
En réalité, voilà, Sentinelle, ça sert pas à grand-chose, hein, ça sert à rassurer. C'est une opération anxiolytique, hein, ça sert à montrer que l'on fait quelque chose, et deux, éventuellement, à rassurer un peu les gens. Après, concrètement, Sentinelle n'a jamais arrêté le moindre attentat depuis 1995, hein, depuis qu'il est déployé. Hein. J'ai compté, il doit y en avoir une quarantaine de réalisés. Hein, je ne parle pas de ceux. On n'a jamais évité un seul attentat. Il n'y a aucune trace de gens qui disent tiens, voilà, je vais mettre un attentat, et puis hop, merde, il y avait une patrouille de Sentinelle, j'ai pas pu le faire. Alors absolument aucune trace. Et c'est logique, hein, je veux dire, si quelqu'un qui veut attaquer, autant protéger, je sais pas, un sommet international, un truc précis dans l'espace, le temps, voilà. Et s'il y a pas eu si rien ne s'est passé, on peut dire ok, la mission a réussi. Autant protéger tout le monde. C'est absolument impossible, quoi. Si quelqu'un veut attaquer des gens, bah, il évite la patrouille Sentinelle et puis voilà, et puis il attaque suivant, quoi. Donc il y a eu des attentats contre Sentinelle, donc ça a attiré un certain nombre de gens. Bon, et nos soldats se sont bien débrouillés, mais le but c'est pas d'empêcher des attentats, c'est de rassurer les gens, quoi. Au début de ma carrière, il y avait des attentats justement d'origine iranienne à Paris. C'est à l'époque où on était en grande confrontation. Attentat à Paris, 86. Décision du Premier ministre à l'époque, Chirac. On engage l'armée aux frontières. D'accord. Et donc c'est le premier emploi des forces armées depuis la fin de la guerre d'Algérie dans une mission de sécurité intérieure sur le territoire métropolitain national. Sinon j'étais en Nouvelle-Calédonie où on avait fait ça déjà. Mais et donc moi je me retrouve à la frontière du Luxembourg avec des douaniers et des policiers. Voilà, donc à surveiller la frontière du Luxembourg. Contre une menace iranienne, quoi. Et en fait, ça ne servait strictement à rien, quoi. Mais voilà, montrer des militaires, engager l'armée, c'est facile. En France, c'est très facile. Il suffit que le président le veuille. Deux, c'est démonstratif. Voilà, un soldat, armée, tout ça, il n'y a rien de plus démonstratif de l'emploi à force. Et voilà, même si ça ne sert à rien, finalement, ça sert pas, c'est pas grave. Donc là, typiquement, l'opération en question, garde aux frontières, ne servait strictement à rien. Mais au bout de 18 mois, on a dit, regardez, il n'y a pas eu d'attentat, donc ça a marché, quoi. Et Sentinelle, c'est un peu ça, c'est une sorte de piège. Il y a des attentats, on va dire, il faut Sentinelle, il n'y a pas d'attentat, c'est que Sentinelle marche. C'est que ça. En fait, non, c'est déconnecté. C'est déconnecté. Et accessoirement, ça coûte très cher. Ça a coûté plusieurs milliards d'euros, ça a coûté des millions d'heures d'engagement de soldats qui, entre-temps, ne sont pas entraînés, n'ont pas été engagés dans d'autres opérations plus utiles, quoi. C'est quand même une chance aussi pour le gouvernement parce que ça permet d'avoir une bonne image. Comme vous dites, c'est plus beau et c'est peut-être même mieux perçu que des policiers qui vont être statistiquement forcément obligés de faire plus de bavures que de militaires dans les banlieues, etc. Donc forcément, un policier à casquette, alors maintenant ça ne sera plus des casquettes, ça sera des calots, mais c'est un peu la même idée. D'ailleurs, peut-être que le fait de passer sur des calots, est-ce que c'est pas une façon d'essayer de récupérer un peu de l'image bienveillante d'un militaire ? C'est une question à se poser. La police se militarise, oui, ça c'est. Elle a adopté des grades militaires, elle se militarise de plus en plus dans les tenues, dans les armes. C'est aussi une façon d'attirer, de recruter plus facilement aussi des jeunes qui veulent se sentir utiles. Et est-ce que on voit par exemple en Angleterre et en Allemagne, il y a beaucoup plus de mal, l'armée a beaucoup plus de mal à recruter des jeunes recrues. Ouais. Et beaucoup d'experts expliquent ça par le fait qu'il y a moins d'attentats sur le territoire britannique et allemand. Et du coup, il y a moins c'est moins promotionnel. Quelque part, c'est triste de le dire, mais par exemple, ce GCM qui vient de mourir au Mali, c'est triste et ça pourrait être très cynique de le percevoir comme ça, mais c'est aussi un excellent moyen de recruter. Oui. Parce qu'au final, c'est 100 fois plus efficace de raconter cette histoire d'un combattant à la Chris Kyle qui a réussi à sortir de plein de situations périlleuses et de mourir au combat comme ça avec panache qu'une campagne de recrutement où on va expliquer si tu veux être cuistot, rentre dans l'armée. Oui, non, mais je suis complètement d'accord, bien sûr. Accessoirement, le gars, j'ai vu des cas de gens qui sont engagés. Bon, déjà qui arrive, moi je me suis engagé pour être cuistot. Je dis, attends, tu vas passer d'abord un petit peu en section de combat. Et puis après, voilà, tu vas aller un peu, et puis après, voilà, on verra plus tard, quoi. Hein, quand tu auras bien transpiré, tu auras bien l'opération, peut-être que tu auras un boulot un peu plus calme, on verra.
ah bon, et puis ou des gars qui engagés dans la foulée en opération, se retrouvent en situation de combat, ils disent oula, mais c'est quoi ce truc? Donc oui, il y a un décalage. Et bien sûr que, on en parlait tout à l'heure, bien sûr que c'est beaucoup plus comment dire, on va s'engager au combat, enfin j'y reviens, dans un régiment de combat pour aller au combat, quoi. Mais Sentinelle, alors c'est un peu ambivalent, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on montre des soldats, on les voit. Donc sinon l'armée serait complètement invisible. On fait des opérations extérieures depuis toujours, quoi, depuis longtemps, mais ça c'était loin, on se battait, il y avait des choses, mais c'était loin. Bon, c'était hors des vues, hors des cœurs. Et là, effectivement, le fait que donc les militaires ont un peu disparu du paysage, surtout avec la professionnalisation, bon voilà, on disparaît un peu du paysage. Et comme on ne fait pas de films, on ne fait pas de trucs, on n'en parle pas, il n'y a pas de... là, du coup, on en parle un peu plus. Il y a des militaires qui écrivent, enfin, sur leur expérience, qui racontent des trucs, et qui font des bons bouquins, qui font des belles histoires. On voit effectivement des dégâts des soldats de Sentinelle, donc à mon avis trop, hein. C'est-à-dire que du coup, on va faire des films, on fera des films sur Sentinelle, mauvais. Et ce qui est frappant, c'est que quand on veut illustrer un article sur le terrorisme ou sur l'antiterrorisme, on va mettre une photo de Sentinelle, quoi. Ce qui est l'instrument le moins utile en réalité pour lutter contre le terrorisme, très certainement, et je pense même d'ailleurs plutôt négatif, hein. Mais voilà, ça permet d'illustrer les choses. Et puis après, oui, il y a les attentats, oui, on a eu beaucoup d'engagement à ce moment-là, d'engagement patriotique, on va dire les choses simplement, quoi, mais, alors, ce qui est étonnant, c'est que ça fait basculer aussi toute notre politique de défense, quoi. Moi, je suis parti à une époque où la prise de tête dans les armées, c'était comment on va arriver à supprimer les dizaines de milliers de postes qu'on nous a demandé de supprimer, quoi. Je rappelle que de 2008 à 2015, on a quasiment supprimé 80 000 postes dans les armées, quoi. C'est le plus grand destructeur d'emplois de France, quoi. Et donc on incitait plein de gens à partir, voilà, comme moi, quoi. On dit, voilà, tiens, et en quelques jours, hop, on bascule. On bascule dans l'autre sens. Donc après les attentats de janvier 2015, hop, on change de politique. Et ce qui, en réalité, est absurde. Les attentats terroristes, c'est comme la pandémie, c'était marqué tout le temps. Hein, oui, il y a des forts risques d'attentats en France, donc ça n'aurait jamais dû être une surprise qu'il y ait des attentats en France, quoi. Bon, déjà ça, et puis ensuite, pourquoi changer de politique, puisque c'était quelque chose de prévu, quoi. Ce qui montre bien parfois que les décisions sont des décisions politiques réagissent souvent aussi beaucoup à l'émotion que à la pure raison, quoi. Là, une politique d'un seul coup qui est devenue keynésienne, interventionniste, on relance une politique économique, alors que quelques années plus tôt, 3 ans, c'était tabou, quoi. Bon, et donc on bascule parfois sur des choses qui sont purement émotionnelles. Donc là, après les attentats de janvier, hop, on a d'un seul coup le président de la République qui dit voilà, je m'engage à ce que le budget soit respecté, les armées soient respectées, ce qui montre bien que ce n'était pas toujours le cas au passage, et puis d'un seul coup hop, on augmente le budget alors qu'on était en train de le diminuer, que 2 ans avant il y avait un livre blanc qui disait voilà, on va diminuer le budget des armées, on va rétrécir, etc. Et puis d'un seul coup on change, bon, et pour parler de recrutement, d'un seul coup on passe d'une situation où on supprime des postes à tour de bras à finalement on va réengager. Et donc oui, et là on a pu réengager aussi parce qu'il y a eu plein de gens qui sont portés volontaires, oui, pour venir. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que ça corresponde aussi à leurs attentes, quoi. Et je suis pas sûr que Sentinelle corresponde à leurs attentes, hein. Là aussi, hein, on a une usure Alors moi j'ai fait Vigipirate, donc c'est pareil. Bon, ok, faire ça une fois, c'est bien, quoi, mais bon, voilà, tu fais que ça va, quoi, ça va 5 minutes, même si tu touches les primes, quoi. Mais voilà, mais
Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais oui, non, mais bien sûr, on a des gens qui sont venus pour ça, parce qu'il y a un véritable élan patriotique. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginé que des gens d'un seul coup se mettent à chanter la Marseillaise, que des foules se mettent à chanter la Marseillaise. Je me souviens d'une scène où en boîte de nuit, des gens sont mis à chanter la Marseillaise, quoi. Bon, c'est inconcevable. Ils étaient sobres. Pas forcément, mais c'est inconcevable. Ce qui montre aussi que les perceptions peuvent changer rapidement, quoi, sur les choses, sur la guerre, sur les soldats, sur la mort. Les choses peuvent changer rapidement. Au début des 1930, il y a un grand débat qui est organisé à l'université d'Oxford, et ça s'appelle le débat pour le roi et la patrie. Et la question, c'était: est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le roi et la patrie ? Et les étudiants, ou les anciens étudiants, qui votent à la fin du débat, répondent à une écrasante majorité: non, nous ne sommes pas prêts à mourir pour la patrie. Bon. 9 ans plus tard, c'est le début de la guerre, septembre 1939, il y a la Royal Air Force qui arrive à Oxford, il dit voilà, on cherche des volontaires, et les mêmes qui ont voté non se présentent en masse pour aller combattre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les choses peuvent changer, peuvent basculer, les perceptions peuvent basculer très vite. On parlait de la sensibilité aux pertes. Là aussi, peut-être qu'on va accepter. Je prenais l'exemple de la guerre du Golfe, on avait accepté, l'opinion publique avait accepté que peut-être des centaines de gars allaient mourir au combat. Voilà. Et donc si on considère que le jeu en vaut la chandelle, en vaut le prix. Oui, ça peut passer. Donc, et ça change complètement les perceptions. Donc, on a changé, les perceptions sur l'armée ont changé énormément aussi, du fait de la professionnalisation. D'un seul coup, on a quand même des soldats qui ressemblent à quelque chose, quoi, qui sont paraissent bons combattants, qui font et puis la notion de combat n'est plus tabou. La notion de héros commence à revenir dans les esprits. C'est plus tabou de parler de héros combattants. On est passé par plusieurs étapes. Il y a un épisode de Plus belle la vie, alors c'était il y a très longtemps, mais c'est vieux, Plus belle la vie, mais où il y a un des gars qui dit à sa copine: voilà, je crois que je vais m'engager dans l'armée. Elle lui répond: tu as raison, ils font de l'humanitaire. Bon, on a dépassé ce stade. Maintenant, on tolère. Voilà, on commence à parler de héros. Alors pendant longtemps, on a commencé à parler de héros sacrificiels, de gens qui vont, comme le colonel Bertrand, par exemple, qui vont se sacrifier pour les autres, qui acceptent de prendre des risques pour les autres. Et puis maintenant, peut-être qu'on va reparler à nouveau de héros combattants, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on se rende compte que ces gens-là sont grands avant qu'ils soient tombés, quoi. Donc on commence, c'est nouveau, de rendre des honneurs publics à des soldats qui sont tués au combat, donc c'est très bien, c'est très bien. C'est pas toujours été le cas, il y a plein de soldats qui sont morts dans le plus parfait anonymat jusqu'à l'époque récente. En 1970, il y a une embuscade aussi sur une section de parachutistes d'infanterie de marine. Il y a 12 soldats qui sont tués. Les corps sont évacués discrètement, les blessés sont évacués de nuit à Paris discrètement pour pas qu'on les voit, personne n'en parle. Ils sont cachés. Les gars sont cachés. Et quand finalement on commence à en parler, première déclaration du ministre: nous rassurons les familles, il n'y avait aucun soldat appelé parmi les gens qui ont été tués. C'est quand même extraordinaire de bêtises. Mais voilà, donc on cachait les choses. Maintenant, moi j'aimerais que on parle un peu plus de nos gars, de nos filles vivants. En réalité, alors là, pour le cas de Maxime Blasco, effectivement, il y a au moins un cas qui a été mis en avant où il avait sauvé des pilotes d'hélicoptères, lui-même étant blessé. Enfin, ça a fait l'objet d'un documentaire. C'est exceptionnel. Mais il y a moi je connais plein de gens qui ont fait des trucs extraordinaires dont jamais entendu parler, quoi.
On n'en parle pas, quoi, et qu'on ne met pas en avant, et que l'armée elle-même ne met pas en avant. Elle dit voilà, il faut présenter clairement aussi des histoires, quoi. Des belles histoires, des histoires de combat. Oui, on combat. Oui, on a des gens qui font des choses extraordinaires, qui sont d'un courage extraordinaire, quoi. Voilà. Moi, j'étais à Sarajevo, des trucs très simples même. À un moment, on devait récupérer, il y avait un convoi qui arrivait de nuit, et moi j'avais dit à un de mes groupes de combat, voilà, notre mission est simple, quand le convoi, les camions arrivent dans notre site, à l'intérieur de la ville, comme il ne faut jamais s'arrêter, hein, sinon on se fait tirer dessus. Dès que un camion arrive, s'arrête, il a une remorque, vous détachez la remorque, hop, vous l'amenez dans le parking souterrain, le camion de l'autre côté, après il part et il va lui-même se planquer dans le parking. Bon, ok, donc les camions arrivent les uns après les autres, là, ils passent un pont, et là j'envoie le groupe, ils vont détacher le truc, et là je m'aperçois que j'entends un coup de feu, et bon, un coup de feu il y en avait tout le temps, quoi. Et je me dis, tiens, c'est passé de près, quoi. Hop, premier camion, deuxième camion, à nouveau coup de feu, et là je me rends compte qu'il y a un mec qui est en train de leur tirer dessus, systématiquement, quoi. Et les gars, à chaque fois, hop, ils reviennent, ils embarquent le camion, ils se font tirer dessus, ils vont se planquer, un autre camion arrive, et ils y vont, et ils se font tirer dessus à chaque fois. Alors cette nuit, c'est pas très précis, donc c'est ceux qui les sauvent, et ça, ils font ça X fois, quoi. En toute connaissance de cause, quoi. Et donc voilà, ils n'ont pas combattu, mais ils ont fait preuve d'un courage incroyable, quoi, je dirais un courage simple et incroyable. Bon, mais ce genre de choses, jamais entendu parler, quoi. Mais il y en a plein de trucs. Voilà, donc qu'on en parle, qu'on arrête simplement de donner des prénoms aussi, ça c'est un truc qui m'énerve, qu'on donne des vrais noms aux gens, qu'on arrête cette mode de se masquer aussi, voilà, qu'on montre des gens vivants, et qu'on les mette en exemple, qu'on se balade en tenue militaire, qu'on arrête de se planquer, et qu'on mette en avant nos soldats, et si possible même, chose qui n'est pas forcément tradition française, des soldats, des simples soldats, que des gens soient capables de citer le nom de capot-chef, de sergent, de marsouin, de légionnaire, de gens, voilà, et pas simplement des noms de généraux, quoi. À la limite, si on demande à des Français, voilà, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un militaire, citer général de Villiers, citer général Lecointre, et bien citer... Oui, des noms un peu comme, pas forcément des noms de généraux, mais des gens comme Mike Eco, pour le coup, ouais. Faire une bonne transition. Mais Mike Eco, oui, bien sûr, mais c'est un sale gosse, quoi. Mais il fait ouais, finalement, il fait beaucoup pour me présenter, montrer l'armée sous une autre façon, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, et puis il est drôle. Et donc oui, bien sûr, ça joue, quoi. Mais oui, Mike Eco, moi je le suis, hein, je rigole, mais et puis je retrouve des trucs, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a des gens, je sais pas moi, Jean Michelin, lieutenant-colonel qui est au 92e régiment d'infanterie, par exemple, qui a écrit un bouquin sur son expérience en Afghanistan qui s'appelle Jonquille, qui est formidable, une expérience concrète, voilà, bien écrit, voilà, des gens comme Brisser Blanc qui a écrit sur son expérience aussi de pilote d'hélicoptère Tigre en Afghanistan, en Libye, c'est très fort. Donc ça aussi c'est un phénomène nouveau, hein, donc, mais voilà, mais c'est à la fois l'institut, c'est d'abord je pense à l'institution d'être moins frileuse là-dessus, et puis voilà, puis arrêter de s'inhiber. Oui, on va montrer des mecs au combat, on va montrer des types comme Mike Eco, un mec avec des gros pectoraux et qui, voilà, un peu à l'américaine. Les Américains, voilà, sont plus. Alors parfois très largement l'excès inverse, quitte à inventer des héros, hein. On a eu plusieurs cas, hein, des héros complètement bidons ou surgonflés, on va dire. Mais voilà, mais qu'on mette en avant des héros combattants, quoi. Des combattants tout simplement aussi d'ailleurs, des gens courageux qui font des trucs voilà, au service de la France. Bon, voilà, qu'on arrête d'être inhibé en réalité. Et en plus, je suis sûr qu'il y a une attente, quoi.
chaque fois que... Ouais, il y a un public, chaque fois qu'on raconte des trucs comme ça, il y a plein de gens qui en réalité adhèrent, qui attendent, quoi. Par exemple, le dernier livre de Louis Saillon, Chef de guerre, il est passé dans le podcast justement pour parler de son expérience, et c'était un succès en librairie, c'est un succès, il a fait beaucoup de plateaux de télé, c'est quelque chose qui plaît. Ouais. Pour terminer, je pose toujours la question à nos invités, quel conseil que vous donneriez à quelqu'un qui, pour le coup, un militaire qui aimerait peut-être raconter ses guerres ou qui aimerait suivre vos pas, d'écrire des livres, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Qu'il faut qu'il le fasse. Moi, je souffre de ne pas avoir écrit effectivement sur mes expériences, par exemple, de combat, des expériences d'opération. C'est une époque où ça se faisait pas, ça se fait pas beaucoup. Donc oui, qu'il le fasse, qui raconte des belles histoires, qui transmettent quelque chose. Accessoirement, c'est un petit effet aussi un peu prophylactique. Voilà, on expose, c'est comme si on se mettait sur un divan, on sort plein de choses enfouies. Donc c'est un excellent exercice, c'est un lien, ça permet de faire un lien avec des gens qui ne comprennent, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce qu'on fait exactement, de montrer aussi ce que c'est, que la vie de soldat actuellement. Donc il ne faut pas hésiter, quoi. Il y a une sorte de tradition un peu anti-intellectuelle dans nos armées. Voilà, le soldat est con, il se comporte comme tel. En réalité, non, les soldats ne sont pas cons du tout. Ils ont plein de choses à raconter, plein d'histoires à raconter, et que il y a des gens qui attendent ça, quoi. Donc il ne faut surtout pas hésiter, à parler, surtout pas hésiter, et ça c'est un défaut que l'on a en France, il y a un blocage aussi à analyser, à critiquer ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est pas trahir la patrie, c'est pas trahir l'institution que de raconter d'estimer que ce qu'on fait c'est pas bien, on pourrait faire mieux. Donc il faut, là aussi c'est une vraie question, c'est d'avoir des espaces où on peut réfléchir librement dans nos armées pour son bien. Pour leur bien, pour le bien du service de la France. Donc oui, il faut écrire. Plus on a de militaires qui écrivent, et mieux c'est, tout simplement. Et plus on existe en France, et plus et mieux c'est. Donc en avant, tout est bon, quoi. Même si tout est bon, il faut débattre, même s'il faut s'engueuler parfois si on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on fait progresser la machine aussi. C'est un très bon conseil. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, vous le savez, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.